On va partir à la chasse à ce cerf. Oui, à la C'est recherche, une chasse dangereuse quand c'est un cerf, plus qu'un sanglier. C'est certainement le gibier le plus dangereux au niveau de la recherche. Parce que, bon, habituellement, naturellement, le cerf cherche à fuir. Mais quand il est sur ses fins, par exemple, il peut nous charger. Et s'il nous charge, on aura très peu de chances de s'en tirer. Tombé dans la marmite de bonheur. Et à 7 ans, j'étais les chasseurs du coin, ils venaient demander l'autorisation à mes parents pour que je puisse les accompagner et les positionner sur le terrain, quand ils chassaient le lapin. Et j'avais 7 ans. Et c'est moi qui distribuais les postes. Donc j'avais déjà un goût pour la chasse. Et j'avais toujours des chiens, mais j'avais pas de chiens de race comme on a aujourd'hui. J'avais des chiens bâtards et j'en tirais le meilleur. Ça, c'était clair. Je suis passé après aux épagnols et j'ai chassé à la bécasse pendant très longtemps. Et j'avais des chiens qui étaient exceptionnels à la bécasse, inimaginables. Et la bécasse, c'est une chasse très très fine, où il y a du silence, où il y a de l'observation. On a un chien qui est mis aux ordres, c'est entre guillemets, mais qui est d'une grande fidélité. Et ce chien me communiquait toutes ses sensations. Donc tout ça, c'est resté dans ma tête. Et j'ai eu un chien, un épagnol breton, puisque je suis originaire d'une commune pas loin de Calac de Bretagne, capitale mondiale de l'épagnol breton. J'avais dressé un chien qui s'appelait Toun, qui était exceptionnel, d'une capacité à chasser toute la journée, une douceur de la dent. Elle avait une dent douce. Il y a des gens j'avais une quinzaine d'années, ils venaient me chercher pour utiliser mon chien afin d'aller chercher des canards qui étaient tués sur un étang. Et ils m'embarquaient dans leur voiture et j'allais sur cet étang qui était plein beaucoup de végétation, donc ça pouvait être dangereux. Et mon chien ratissait tout ce qui avait été blessé sur l'étang et me les rapportait. Quand il avait rapporté tous les canards qui étaient blessés, les grands, elle nous a ramené des canetons vivants, tellement elle avait la dent douce. Et me les posait dans la main. Et les canetons, je les remettais dedans, ils repartaient à l'eau. Voilà déjà le contact que j'avais avec mes chiens. Bon, j'ai grandi et je suis passé à d'autres chasses. J'ai été aussi muté dans une autre région. Je suis arrivé en Ariège et là, l'Ariège ne connaissait. Il y a pourtant c'est un terrain à bécasse, mais il y a très peu de chasseurs de bécasse. Par contre, il y a beaucoup de chasseurs de sangliers. Et j'ai découvert la chasse au sanglier. Et ça a été pour moi le début d'une. Enfin, j'ai appris à chasser le sanglier. J'ai fait venir un chien qui était un Jacques Terrier. Et c'était le premier Jacques Terrier de l'Ariège. Et quand je suis parti 6 ans après, toutes les équipes de l'Ariège avaient acquis un Jacques Terrier. Parce que mon chien faisait tellement parler de lui que tout le monde en voulait, quoi. Ça, c'est mon cheminement. Le troisième étage, ça a été ensuite, je me suis fait une petite meute de Jacques Terrier. J'avais 4 ou 5 Jacques Terrier, j'avais des résultats exceptionnels. On était ce matin à Escouloux. À Escouloux, ils se souviennent bien sûr de mes chiens. Mais ces chiens-là, ils sont assez agressifs et ils s'exposaient beaucoup aux accidents. Et moi, je n'aimais pas ramener mes chiens estropiés. Je me suis dirigé vers une autre race, c'est les chiens de Slovaquie, les Kopov. Et j'ai découvert un chien, j'en ai eu un premier, qui m'a fait des chasses fantastiques. Il a rarement été blessé et il chassait le sanglier. La première année sa première année de chasse, il avait déjà à son actif 18 sangliers dans une équipe. Bon, il s'est fait remarquer. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu des Kopov. Malheureusement, ils ont mis leur Kopov avec des meutes de chiens courants, si bien que le Kopov a perdu toutes ses qualités. C'est un chien exceptionnel qui chasse tout seul ou en duo, et ils sont très meurtriers.
Ils vont chercher le sanglier, le localiser de façon précise. Si le maître n'arrive pas, le chien vient au maître et lui fait comprendre qu'il a trouvé le sanglier. Et il attend, le chien escouloubre m'attendait toujours, et puis arrivé à 100 mètres du sanglier, il repartait et se remettait au ferme de sanglier, et ça me permettait je les faisais démarrer parce que je ne tuais jamais un sanglier devant mes chiens. C'est une très mauvaise habitude, parce qu'à partir du moment où on tue le sanglier une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois par exemple, le chien il sait qu'au coup de feu, il y a déjà le sanglier est déjà mort, quoi. Et donc il saute sur le sanglier. Mais le sanglier il n'est pas toujours mort, il a encore parfois quelques minutes de vie, et à ce moment-là il devient très dangereux pour le chien. Le chien ne se méfie pas, il s'approche et puis il se fait mordre ou il se fait charger. Donc je n'avais pas à interdire parce que je n'avais jamais poussé mes chiens à aller au contact du sanglier quand il était vivant, et surtout pas après quand il y avait eu un coup de feu. Donc je me chargeais de les faire courir et de les envoyer au posté. Et les postés se régalaient quand ils entendaient mes chiens en ferme et après l'amener, ils savaient que je n'allais pas tirer et que c'était pour l'un d'entre eux. Et ça, ils ont le souvenir du respect que j'avais, moi, pour ces gens-là. Ouais, alors, après l'exercice de ces divers modes de chasse, donc je me suis formé seul un chien pour faire le sang, c'est-à-dire on recherche un animal qui est blessé et qui saigne. Et ça m'a plu évidemment parce que j'avais beaucoup de plaisir, du stress, mais aussi beaucoup de plaisir à faire ce travail qui est un travail minutieux du chien. Et en 2009, j'ai sauté le pas, j'ai dit bon ben maintenant je vais me consacrer à la recherche au sang. J'ai choisi le teckel parce que c'est un chien qui est petit, parce qu'il a beaucoup de nez, parce qu'il est tenace, il est robuste, et une grande qualité, c'est qu'il a le nez au sol. Et bien entendu, quand on fait une recherche, l'animal ne laisse pas tellement d'odeur dans l'air, parce qu'avec le vent ça part, mais par contre, le contact de ses pieds, de ses sabots au sol, laisse des molécules. Quand il touche un petit arbuste, il laisse aussi des molécules là-dessus. Donc le chien près du sol a une qualité, c'est qu'il est près de la source odorante. Mais il y a d'autres chiens qui sont capables aussi de faire les recherches, il y en a d'autres. Mais pour moi, c'est le petit chien qui en plus passe partout et ne se fatigue pas à rentrer dans les fourrés serrés. Ce petit chien, il se glisse sans se piquer. Et s'il faut revenir en arrière, il a très vite fait de tourner, alors qu'un chien de 40 kg, par exemple, a du mal à tourner dans les coulées faits par les sangliers. Donc il se prête beaucoup plus aux accidents. Mais c'est surtout, ça c'est un argument rationnel, mais pour moi je me suis basé sur l'amour du teckel, qui est un chien affectueux, qui ne prend pas beaucoup de place. On peut avoir 3 teckels au lieu d'un gros chien, et c'est des chiens qui sont extrêmement fidèles. Donc j'ai choisi cette race. Là nous partons vers cette nouvelle chasse, c'est quoi? C'est une nouvelle aventure qui commence pour toi? Ah tout à fait, tout à fait. Moi je repars à zéro. Là j'ai le doute déjà que j'ai dans la tête. J'espère qu'on va l'avoir parce que c'est fabuleux de faire la recherche sur un cerf. Il y a du danger et donc il y a du risque et ça donne du piment à notre recherche. Mais je ne suis pas sûr de l'avoir parce que s'il a pris la balle dans une patte, il peut nous faire courir toute la journée. Et j'aimerais bien, pour la beauté du geste, j'espère qu'on va le récupérer et pour admirer l'animal, pour mettre fin à sa souffrance et également pour faire des belles photos. Mais chaque fois je pars comme si j'étais débutant sur un animal et je n'ai pas du tout la certitude qu'on gagne la partie. On a fait maximum 40 mètres dans les aiguilles de pin dans le bois. De toute façon, on est tous sûrs qu'il a la balle. Ah oui, c'est sûr. Ah bah, on est tous bien d'accord qu'il a la balle, hein. Ah bah, de toute façon, ce cerf a une balle. Ah bon, on ne va pas dire que le cerf est manqué. Le cerf a la balle. Parfois, ils ont des réactions si la balle passe près.
Ils ont Ah. les- Non, là, le cerf, il a la balle. Mais on devrait trouver des indices. Bah, le cerf a la balle. C'est bon, ça me... Non, le cerf a la balle. Il a plié Pour moi, ça sera devant, quoi. Voilà, la balle est devant. Mais c'est pas une balle qu'il a éraflée parce qu'il a brouté. Il fait ça avec les pattes, comme ça, là. On était tous persuadés qu'il faisait 15 mètres et qu'il allait rouler dans le Il est pré. tombé, moi. La seule chose que j'apporte à mes chiens, et ça depuis toujours, c'est la confiance qu'ils ont en moi. Ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie, à partir du moment qu'on reste dans le cadre. Le chien qui est en confiance avec son maître a le cerveau disponible pour analyser tout ce qu'il sent. Si le chien n'est pas en confiance, il va dépenser une partie de son attention et de son énergie à tourner. Et pratiquement tous les dresseurs parlent à leur chien. Et chaque fois qu'ils parlent à leur chien, ils accaparent un petit peu d'attention. Et ils détournent le chien. Et il y en a qui parlent en permanence. J'ai envie de leur dire, mais taisez-vous, c'est pas comme ça qu'on fait. Et plus on intervient pour aider le chien est un animal intelligent, plus le chien demande des conseils à son maître. Alors c'est vraiment une grosse faute de la part des maîtres quand ils sont en train d'apprendre à un chien à devenir un chien de sang, c'est de presque faire à leur place. Le chien ne progresse pas, puisqu'il va compter sur le maître pour lui dire si c'est bien ou c'est pas bien. Oui, si au bout de 10 minutes il n'a pas trouvé la solution, il faut l'aider. Mais au départ, il faut pas le faire. Et il ne faut pas lui dire perdu, perdu. Ça veut dire que le chien, quand il entend perdu, perdu, il prend conscience qu'il a perdu. Mais avant, il ne savait pas. Oui, la notion de confiance entre le chien et le maître, c'est primordial. C'est pas de l'autorité, c'est de la confiance. Moi, Cartouche, par exemple, je l'ai sur une falaise à 1,80 m de moi, je descends, je me laisse glisser, je dis à Cartouche, saute, et saute dans mes bras. Elle se lance de 2 mètres de haut dans mes bras immédiatement. Ça veut dire que le chien, il est prêt, il est en connexion aussi avec son maître. Ça, c'est et le chien, il est en confiance, c'est-à-dire qu'il est libre d'aller à droite, à gauche, dans la mesure où il est concentré. Le chien, il sait, il n'attend pas un ordre, il n'attend pas une aide, le chien, il est libre. Alors moi, j'ai une longe qui fait 20 mètres de long, ça m'aide éventuellement à contourner les buissons épineux, ça c'est une chose, mais surtout quand j'entraîne mes chiens, au départ, le chiot, un jeune chien, eh bien il est un peu comme un enfant, 10 mètres, 20 mètres, ça devient, il est loin. On n'a pas les mêmes notions des distances quand on est jeune ou moins jeune. Le chien, un chiot qui est à 20 mètres, il est loin de son patron. Et il l'oublie. Mais il n'oublie pas de continuer à faire la chasse qu'il est en train de faire. Donc le chien, il se débrouille là tout seul. Et c'est une longe qui fait 4 mm, qui est très légère, qui me permet de rattraper le chien, si par exemple une voiture arrive, ce genre de choses. C'est vraiment efficace. On le donne l'initiative au chien. Et ça fait des chiens qui par la suite savent à droite, à gauche, et ils travaillent en confiance sans se demander si le maître va l'engueuler parce qu'il est parti à droite, il a fait une erreur. À l'entraînement, parfois, quelqu'un me disait mais perdu. Et moi, je ne voulais pas entendre ce mot. Je disais non, il n'est pas perdu. Il n'est plus dessus, ça c'est clair, mais il va trouver. Et s'il ne trouve pas, à ce moment-là, je dirais qu'il a perdu. Et puis le chien retrouve tout seul. Et moins on les aide, plus ils font l'effort eux-mêmes. Il ne faut pas venir en aide. Il ne faut pas leur parler parce que ça empiète sur leur attention. Donc il faut laisser libre le chien. Et le chien se régale à jouer le rôle qui sait jouer, le rôle de chien, c'est-à-dire un chien qui suit un animal blessé et qui va le faire pour lui. Je couperai la laisse et il continuerait tout seul. Moi, ce que je trouve simplement, c'est là, il va être. Ça va, Dédi. On voit le petit
dans les statistiques nationales, le fait de toujours trouver avec le chien de sang, non pas parce que les chiens de sang sont pas bons, c'est parce que les mecs font pas assez Moi j'ai vu ceux qui montaient le cercle. Ouais, bah c'est bon, alors c'est bon. Et moi ouais. je le vois courir et il doit rentrer dans l'angle de la haie là, vous voyez. Nous on le voit plus à ce moment-là. Oui, mais Et il doit rentrer au milieu du bois là. Eux ils le voient rentrer au milieu. Je veux lui donner. Vous ne travaillez plus qu'avec elle maintenant. C'est lui, moi. C'est Martine. C'est une Martine. Oui, c'est ça. Non, c'est. J'ai tout qui a 9 ans. Là. Ah, et le bruit, Charlie, on l'a entendu là. Là, il serait descendu comme ça. Il serait rentré à la terre. Il serait rentré à la terre. Mickaël, C'est ça. hein? Enfin, Il a fait tout droit et il serait rentré vers là. et nous? Vous bougez pas. Oui, nous on reste. Hein. Voilà, pour le coup. Peut-être un peu plus là, à droite, voilà. Et il y a aussi une. Oui, alors la méthode pour faire un chien de sang, parce que le chien ne naît pas chien de sang, c'est un chien de chasse en général qui peut être de diverses races. Moi, j'ai dit que je préfère ma race préférée pour ce type d'exercice, c'est le teckel. Et l'eunuque a mis au point une méthode qui est basée sur l'obéissance du chien aux ordres du maître. Donc le chien est très fidèle, il écoute parfaitement les ordres du maître, donc il est formaté par l'homme. Un jour, j'ai écrit un récit de recherche. J'ai décrit le chien comme un prédateur, comme un loup, qui est en train de... ma description était basée sur du réel. Le chien utilisait tous ses sens, le nez, les oreilles, la vue, parce qu'il savait par expérience que le buisson qui était devant lui était susceptible de protéger, d'avoir accueilli le sanglier. Donc c'était un animal, il ne chassait pas du tout pour moi, mais il chassait. Le chien chassait comme un animal sauvage. C'est-à-dire qu'il faisait appel à tous ces souvenirs qui sont encore dans leur mémoire, puisque le chien descend du loup, il ne vient pas d'un croisement de plusieurs espèces, le chien est un descendant du loup. Et ce chien, mon teckel, comme tous les teckels et comme les chiens de chasse, ont gardé probablement une grande partie de leur atavisme encore dans la tête. je crois que votre débat là, qui est un débat très spécialisé d'autres chasseurs, c'est aussi, on peut l'élargir, c'est-à-dire qu'en réalité, on a considéré longtemps que le chien et le loup n'avaient rien à voir, c'est-à-dire que c'était presque l'opposé.
c'est-à-dire le chien, c'était l'animal domestique qu'on avait formé et inventé, qui était créé par l'homme, et puis on avait le loup, qui était l'animal sauvage, horrible, etc. Bon, en réalité, maintenant, les dernières découvertes depuis une dizaine d'années, et par l'ADN, hein, on sait maintenant d'une manière certaine que tous les chiens, c'est-à-dire les presque 400 races qu'il y a de chiens actuels, dérivent toutes du loup, alors que des grands biologistes comme Charles Darwin ou comme Konrad Lorenz croyaient que les chiens, il y en avait tellement de races et tellement différents, ils venaient en réalité d'un croisement entre plusieurs canidés, c'est-à-dire le loup, le chacal, le renard, etc. Donc maintenant, on sait que tous les chiens dérivent du loup uniquement. Et deuxième indication maintenant certaine qui ne peut plus se discuter, c'est plus une discussion de café du commerce, c'est que c'est très très antérieur à ce qu'on croyait. On croyait que c'était depuis le néolithique, c'est-à-dire moins de 10 000 ans, quand l'homme se sédentarise, mais non, c'est 20 000 ans probablement avant. Et donc en réalité, pourquoi on a créé le chien? Probablement pour aider à la chasse, tout simplement. Hein? Et donc en réalité, pendant très longtemps, pendant 99, quelque chose de notre existence d'hommes, on a été des chasseurs. Généralement, les hommes étaient des chasseurs, les femmes étaient des cueilleuses, mais en fin de compte, l'homme a couru après le gibier, essayé de l'attraper, et puis il n'en attrapait pas tous les jours. Il avait une super nourriture quand il arrivait, et la femme s'occupait des enfants et restait à proximité du campement, autour du campement, et cueillait non seulement des fruits et des baies et des racines, mais aussi attraper des petits animaux ou pêcher des poissons. Donc, on sait maintenant que c'est à cette époque que ça s'est fait, et alors, en fin de compte, la génétique prouve qu'entre le chien et le loup, qui paraissent être différents, eh bien, il y a très peu de différences génétiques. Donc, en réalité, le chien, c'est un loup à peine transformé. Mais comme c'est l'homme qui l'a transformé, qui l'a modifié au point de vue morphologique en particulier, on a l'impression que c'est énorme comme différence. Mais comment voulez-vous, en fin de compte, on ne pouvait pas le savoir avant la génétique, parce que, par exemple, un Pékinois est très proche du loup, un berger allemand est plus éloigné. C'était impossible à trouver. En réalité, au point de vue génétique, il n'y a quasiment pas de différence. Il y a même certains mammalogistes, les spécialistes des mammifères, qui disent que le chien n'a pas d'identité en tant qu'espèce, c'est uniquement une forme domestique du loup. Donc en réalité, la morphologie a été modifiée, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on a un loup en face de nous, mais psychologiquement, il a toujours beaucoup de choses en commun avec le loup. La formule utilisée par l'eunuque, c'est de l'obéissance. Donc le chien ne fait pas du tout appel à son instinct. Moi, j'ai compris ce jour-là que l'instinct du chien était en train finalement était la base de la méthode de ce propre chien. Et c'est mon chien, là, Cartouche, qui m'a appris ce que c'était que former un chien. Ça, c'est quelque chose. Et donc ce n'est plus du dressage finalement. Absolument. Ce n'est plus un dressage. C'est utiliser le potentiel sauvage du chien. Mais ça ne suffit pas pour faire un chien de sang. Alors c'est Cartouche qui a pris place là. Oui, c'est Cartouche. Elle a 12 ans. Elle a beaucoup de recherches à son actif. Ça a été une superbe chienne. Ça a été au départ, j'ai eu 2 ou 3 chiens à elle et ça a été la meilleure. Et puis aujourd'hui, à 12 ans, elle a passé la main à son fils Fitou. Et j'en ai 2 ou 3 encore derrière. L'avenir est assuré. Oui, tout à fait. En réalité, parmi tous les chiens que vous avez, et vous les sélectionnez, vous cherchez involontairement ou volontairement, vous cherchez à retrouver l'instinct du loup, c'est-à-dire l'instinct du chasseur, c'est-à-dire qu'il est capable, parce que tout loup est bien plus doué que même n'importe quel chien pour retrouver sa proie. En réalité, un chasseur, dans 20% des cas, d'après ce que j'ai compris, il perd sa proie, il perd son gibier, parce qu'il a blessé, mais il va mourir plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs semaines après, ce qui est quand même non seulement déplaisant sur le plan de la chasse, mais qui est déplaisant sur le plan éthique, parce qu'il fait souffrir un animal pour rien, alors que vous essayez de le récupérer
en utilisant les capacités naturelles du chien, c'est-à-dire ce qu'il a de loup en lui, alors que l'autre école, d'après ce que j'ai compris, se base beaucoup plus sur l'apprentissage, ce qui est très valorisant pour l'homme, mais qui ne remplace pas le chien et qui ne remplace pas le loup. Parce que, évidemment, il n'a rien inventé, le chien. Il n'a fait que réappliquer ce qu'il a déjà en lui. Et quand un chien ne le fait pas, c'est qu'il a perdu la génétique du loup, il a perdu les apprentissages. Dans votre débat, là, de savoir si c'est le chien qui doit décider de ce qu'il doit faire ou si c'est l'homme, évidemment, l'homme est intéressé parce que c'est lui qui pilote l'opération, comme les chasseurs d'antan. Le chasseur d'aujourd'hui, il cherche à l'orienter, qu'il n'aille pas courir après n'importe quel animal, mais en fin de compte, le chien, pour qu'il il se conduise comme un prédateur, c'est-à-dire qu'il suive la proie ou ses traces, il se remet dans l'esprit du loup. Donc en réalité, c'est de l'inné. Donc en fin de compte, c'est un peu le débat classique entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire que votre vision de la chasse au sang, c'est basé sur l'inné, c'est-à-dire les chiens ont déjà l'instinct du loup à courir après la bête, après la proie pour l'attraper, alors que par contre, les gens qui veulent le contrôler d'une manière plus sérieuse et plus humaine, ils décident de tellement de choses qu'à la fin, ils enlèvent un peu de la spontanéité, des capacités de l'animal, du chien. Et en fin de compte, c'est ça votre débat. C'est un curseur qu'on peut déplacer. Vous le déplacez sur le chien en tant qu'instinct, alors que les autres le placent sur le chien en tant qu'inné qui veut faire plaisir à l'homme. Mais en réalité, les deux sont liés. Et en tout cas, on ne peut pas nier, le chien n'invente rien. Ce n'est qu'un loup modifié, une sorte d'OGM, l'organisme génétiquement modifié par l'homme. On a supprimé chez le loup, pour faire le chien, toute l'agressivité. Sans doute il y a dû avoir des problèmes parce qu'un loup c'est super dangereux. Et donc on est arrivé au chien qui est moins agressif. Tout ce qu'ils ont en commun, les chiens, c'est qu'ils sont beaucoup moins agressifs. Ils ne hurlent pas. On a choisi les caractères qui nous arrangeaient. Les chiens, la plupart, mais il y a des races qui sont très proches du loup qui hurlent. Donc en réalité, votre débat, c'est est-ce que l'animal qui suit un gibier qui a été blessé, est-ce qu'il le fait par instinct ou par culture, c'est-à-dire par apprentissage? Bon, en réalité, c'est les deux, mais vous insistez sur la partie innée, c'est-à-dire le fait que en fin de compte, tous les loups savent courir après un animal pour le retrouver. Et par contre, il y a des chiens qui ne savent pas le faire parce qu'ils ont perdu les habitudes, ils ont perdu c'est des mauvais chiens de sang. A priori, est-ce que vous auriez une idée sur la méthode qui serait la plus apte pour faire des chiens à la fois motivés, avec de l'initiative, de la persévérance? L'homme est obligé quand même de piloter, c'est-à-dire que le chien ne décide pas complètement seul de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que s'il va sur par exemple, d'un seul coup il croise une passée de lièvre ou je ne sais pas quoi, oui, et qui part, vous lui faites comprendre que ce n'est pas là qu'il faut faire. Exactement. Et vous avez raison sur le fait que vous ne pouvez pas télécommander un chien, ce n'est pas un robot, et que plus vous arrivez à lui donner l'initiative, mieux ça se passe. Parce qu'en réalité, il est déjà organisé, il est déjà programmé pour être efficace. Il n'y a rien de plus efficace qu'un loup. Donc, revenir au loup et chercher des chiens qui sont très proches du loup dans leur manière de chercher et qui s'intéressent au gibier blessé, non pas parce que ça vous fait plaisir ou parce que vous lui avez demandé, mais parce qu'il croit, enfin, dans son cerveau d'ancien loup, il croit qu'il va arriver à la proie et que normalement, ensuite, ça va se terminer par un festin. Donc, vous le remettez dans cette situation, vous. Et donc, en réalité, c'est quand même plus simple parce qu'il ne fait que faire ce qu'il a appris depuis des générations et des générations. En réalité, c'est ses ancêtres qui lui transmettent. Donc, il est programmé pour ça, un chien, normalement. S'il n'a pas été modifié par l'homme. D'accord. Mais dans la méthode que je préconise, effectivement, l'ordre qui est indiscutable pour le chien, c'est de ne pas prendre une voie chaude. Voilà. Et c'est là que je la fais
de façon coercitive. Voilà, ben oui. Ça, Donc vous êtes obligé quand même d'intervenir. Tout à fait. Tout à Par fait. contre, vous limitez au minimum. Parce que là, son instinct est tellement fort Ah oui. que l'attrait d'une voix chaude est plus attractif. Parce que, mais là, regardez, ça revient à notre débat, c'est-à-dire que ce que vous appelez la voix chaude, c'est ce qui ne vous intéresse pas. C'est-à-dire que vous, en réalité, vous voulez la voix froide, c'est-à-dire ce qui est le but de l'opération, c'est du chasseur. Et donc, en fin de compte, vous orientez le chien. Le but d'un loup, ça ne serait pas d'avoir une voix chaude ou une voix froide, c'est de manger, c'est tout. Oui, tout donc, à fait. il prend ce qu'il trouve. C'est vous qui l'orientez quand même vers ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la voix froide. Vous êtes obligé quand même de lui imposer votre vision des choses. Et ça, vous savez comment je le fais? Je lui apprends le nom. Alors, quand ça, je dis non au chien. Ouais. Ça, je vous signale que vous entrez dans un débat qui est une grande bagarre, une guerre sans merci entre les éducateurs canins. Il y en a certains qui disent qu'il faut être toujours positif et qu'il faut toujours les récompenser, leur mettre des situations positives aux chiens pour les dresser. Et puis il y en a d'autres qui disent au contraire, il faut être coercitif, c'est-à-dire leur apprendre le nom. Et donc vous avez deux écoles, ceux qui apprennent il y a une troisième. le nom. Ah bon, la troisième c'est laquelle? C'est de privilégier le positif et le négatif. Ah. Alors là vous voyez, on se retrouve parce que je sors en janvier un bouquin, un guide d'éducation canine par l'éthologie et à partir du loup. Et j'arrive à cette solution, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est les deux qui vont ensemble. Voilà. Et donc, on peut ni donner toute l'attitude au chien, parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, en fin de compte, et on ne peut pas non plus lui imposer tout, parce que sinon, on en fait des robots. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter le rôle dans la meute, en tant qu'ancien loup, vous êtes le chef de meute, le maître du chien, c'est le chef de meute, et vous devez l'accepter, et vous devez jouer ce rôle. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un tyran, un dictateur, qui écrabouille le chien, et qui lui impose sa volonté, et qui en fait une girouette. Vous devez être un chef de meute bienveillant, paternaliste, et il doit vous faire confiance. Et si vous arrivez à introduire ce lien, vous êtes apprécié, et il accepte vos ordres volontairement sans que vous lui imposez. Samedi, il a fait une recherche à Coudon. Ouais, alors c'est pas Coudon, où est-ce qu'on était hein, Mais lui, c'est ici. Non, Belker, à Belker. Ah, Belker, ouais. au cerf. Ouais. On l'a pas trouvé. Allez, ici. Là, il a la tête en bas, il coupe comme ça, il est un peu plié. Il arrive là, au mouchoir là-bas, on coupe dessus. Ok. On va laisser le chien couper la piste. Ouais, il y a combien de fusils? Un seul? Là, il rentre là, il est dessus. Il y a du temps là aussi. On va la voir derrière. Il vit pas arrière, ça, tu vois. Ouais, mais il va être couché pas loin. Hein. Donc là, on dit qu'il a pu faire un arrêt à cet endroit. La feuille écrasée. Ouais. Là, il s'est couché pour récupérer. Et il y a encore le sang sur le côté, du côté de la plaie. D'accord. Bon, ben on y va. Allez, on repart. Bon, je pense que ce qui est bon, c'est que le cerf il arrête de monter et il prend les rayés de côté. Parce que rien ne l'empêchait de continuer en montant, mis à part la douleur. Ok. Allez, on continue. Vas-y.
Et Cédric, faudrait pas essayer que le chien est plutôt ferme. Il est debout, c'est sûr. Il est debout. Il est debout devant nous. Oui, 15 km long. Ouais, c'est des C'est pas un chemin, rien. comme il y a des crevasses. Et ça fait des saignées comme ça. Le but principal, ça aurait été de les couper. On aurait dû, ça aurait été top. Non, mais on va couper, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin du tout. Non. Il y a 17 km là, enfin, peut-être pas 17, mais 15 bornes de vallée. Ouais, comme C'est ça. une vallée. Stop, je suis là! Oh! Ouais, on l'entendait. J'ai entendu l'éclat là? Ouais, j'ai entendu l'éclat, ouais. J'ai entendu l'éclat. Là-bas, je savais pas tout de suite, je me demandais ce que c'était, j'ai cru que c'était un caillou. Ah oui, l'éclat par là. Un caillou. Un caillou. Tu vois, là quand je l'ai entendu là, il s'est couché jusque là le putain. Ouais, c'est ça. Mais j'ai cru qu'il allait sortir au ruisseau là-bas. Il y avait que là qui pouvait après. Ouais. Vous pouvez rester là, il va le descendre. Passe un peu à ta gauche là-bas, passe un peu à ta gauche, là ça descend brut. Ouais, là-bas un peu plus loin, vas-y. Tu fais 20 mètres et puis ça descend mieux. Là, il y a des escaliers un peu, comme tu veux. Oh, c'est plus pratique là. Ouais. Wow, wow, wow. Je suis allé au village. Ouais, la pompe. Bon alors, il a été coriace ou quoi? Dur. Enfin, la chienne n'a eu aucune difficulté, mais nous derrière à suivre très vite et sur une porte assez raide et glissante. Et l'animal il était jusqu'au bout de ses forces. Donc c'est une belle recherche. Hein. Ah oui, c'est une très belle recherche et qui est couronnée de succès. C'est parfait. Une belle bête qui s'est défendue jusqu'au bout. Mais tu pourrais te tirer la tête s'il te plaît. Parce que Ouais, mets la tête droite et puis on va faire une photo avec toi tout seul là. une photo comme ça, genre. On envoie au Jean-Pierre quand même. Voilà. Attends, je me la raille ça. Voilà. Tu pourrais dire qu'on a les bons chiens. Ça c'est beau. Hein. Ah bon.
Aboie le chien. Oui, c'est ça. Aboie le chien. Aboie. Aboie. Bon, bah, on l'a retrouvé. C'est un serpent pour les gros. Il est descendu que... Ça fait encore. Prépare ton petit cul. Il descend. Allez, et là, ce cas-là, j'ai dit maintenant, quand on est sur les peines là-haut, j'ai dit, là il va péter la route. C'était comme ça. Aboie. Tu vois, quand t'as pété la Aboie le route, chien. C'est bien. je les arrête seulement. On était un peu plus bas. Là, il est remonté un peu plus bas. Ici. Allez, je prends. Oui, je l'ai pas vu. Quand ils viennent, je le rentre. Le sentier. Touche pas. La prudence. C'est bien. Ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct primitif, ça. On est habitué. 10 mois. 9 mois. Ah bah. C'est bon. Oui. Elle a 10 ans du fils. Oh, bah, les chiens sont prêts à 4 mois. Au vice-président de BNU, je crois. Ouais. Il commence à dresser. Non, c'est pas un commencement. Il est fait. Non, non, la patte. Voilà. C'est bien. C'est nous qu'on l'a en premier, vous ne crevez pas lever. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Bien. Si tu veux avoir un pantalon de track, c'est poursuivre de son billet. Loli. Ouais. J'espère qu'elle sera aussi bonne que les 3 ou 4 autres. Elle a fait une petite leçon là pour faire remonter un peu plus ses gènes de chasseur. Ça fait des chiens fabuleux avec une méthode par la suite. Donc on réveille son instinct de chasse et puis après on le laisse faire, mais on le guide un petit peu bien sûr, mais on le laisse faire. Et tu as vu, Lady, non, tu n'étais pas avec moi, j'ai jamais dit un mot à mon chien. C'est derrière, suivez et vous verrez quoi. Aucun problème. Avec une puissance après de capacité à suivre pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chasse? Chasse réussie? Ouais, chasse réussie, mais après, c'est vrai que c'est toujours un moment particulier parce qu'on est toujours dans le doute. On ne sait pas trop comment ça va se finir, quoi, hein, en quelque sorte. Enfin, la finalité aujourd'hui, c'est que on a pu prélever ce cerf qui s'est battu, qui a donné Sherman sa peau, qui a vendu Sherman sa peau, et c'est très bien comme ça. Après, c'est la magie de la recherche, c'est très bien, mais moi, dans mon métier, je préfère que les animaux restent en place parce qu'on ne fait pas souffrir et ça fait bien. Ouais. Quand on a levé le cerf pour la première fois, la chienne elle a quitté une allée, quoi, une coulée large. Enfin, ils ont fait du débardage, certainement, il y a plusieurs années. Et la chienne, pouf, et plonge dans le bois, quoi. Bon, j'ai dit au gars, il faut donner un coup de râteau, là, avec le pied. Comme ça, si jamais on doit venir, on